Géopolitique. Enjeu de l'heure, crise internationale, diplomatie. Le monde bouillonne sans cesse. Entre le réel et l'apparent, Radio Sénégal International 92.5 FM va au-delà des faits. Votre émission Djegui Frontières propose une lecture lucide et éclairée de l'actualité internationale. Djegui Frontières, un samedi sur deux sur RSI 92.5 FM avec Mansour Ba. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Djegui Frontières. Djegui Frontières, c'est l'émission qui analyse pour vous l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Rwanda pour parler du Rwanda, de ce pays, de sa diplomatie, de sa coopération avec le Sénégal. Nous sommes avec Gilbert Kalissa. Il est le directeur de la communication au ministère rwandais des Affaires étrangères. Bonjour Gilbert et bienvenue dans Djegui Frontières. Bonjour Mansour, bonjour à vos auditeurs, merci de m'accueillir dans votre émission. Alors Gilbert, j'ai envie de vous demander, en tant que jeune diplomate qui travaille au ministère des Affaires étrangères du Rwanda, comment se porte la diplomatie rwandaise? Écoutez, je peux dire qu'elle se porte bien. La diplomatie rwandaise est dynamique et est basée sur le pragmatisme et aussi une ambition stratégique de coopérer avec ses voisins, de coopérer avec l'Afrique de manière générale et aussi de contribuer à la prospérité de notre pays. Pour le moment, le Rwanda a 48 ambassades à l'étranger et un consulat général à Dubaï. Nous sommes membres de 201 organisations internationales et Kigali devient de plus en plus un hub diplomatique avec 47 missions diplomatiques étrangères qui sont installées, ainsi que des organisations internationales qui ont posé siège comme plus récemment l'Agence africaine du médicament, qui est un organe de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut dire que Kigali est également une capitale attractive qui attire des investisseurs? Tout à fait. Je pourrais dire que c'est une capitale attractive qui attire des investisseurs. D'ailleurs, c'est un pan de la stratégie de développement du Rwanda qui est de faire de Kigali un hub pour l'investissement, pour la technologie et aussi pour le tourisme. Je sais pas, je sais que vos auditeurs qui sont fans de foot n'ont pas manqué de voir Visite Rwanda floquer sur les maillots du PSG, par exemple, mais Arsenal aussi, le Bayern Munich. Et donc voilà, le Kigali, nous souhaitons faire du Rwanda et du Kigali de manière générale un hub pour le tourisme et l'investissement. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons développé une stratégie de développement du business du tourisme qui s'appelle le MICE en anglais, qui en fait euh, qui se compose en fait d'attirer les grandes conférences et tout ce qui est business de tourisme au Rwanda. Nous avons développé des infrastructures pour cela, donc dont le Kigali Convention Center, qui a accueilli des rendez-vous internationaux comme le sommet de l'Union africaine, le sommet des États du Commonwealth et plein d'autres conférences. Récemment aussi, il y avait le sommet africain de l'intelligence artificielle, l'Assemblée générale de la Fédération internationale pour l'automobile, le corps qui gouverne la Formule 1, aussi l'Assemblée générale de la FIFA. Donc voilà, en quelques termes, le Rwanda essaie de faire de Kigali un hub en Afrique de l'Est pour l'investissement, le tourisme, la technologie et un pan de notre politique étrangère est effectivement d'attirer les gens à Kigali, on va dire. En dehors de ces partenariats sportifs avec Arsenal, PSG, je rappelle que comme Dakar Arena ici au Sénégal, vous avez aussi Kigali Arena qui contribue dans la Basket Africa League, qui accueille des compétitions, toutes ces infrastructures qui visent un peu à favoriser le potentiel touristique sur le plan sportif. En dehors de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire particulièrement du tourisme rwandais, du secteur touristique rwandais? Écoutez, le secteur touristique rwandais est un des piliers de notre économie. Il représente à peu près 10% du PIB et une grande partie des devises étrangères du pays se fait par rapport au tourisme. Nous voulons le développer parce que nous sommes dotés d'un pays avec beaucoup d'attractions touristiques naturelles. Nous avons le parc de la Kagera qui se situe à l'est du pays et qui est un parc dans lequel vous pouvez faire un safari.
Nous y trouvons tout ce qu'on appelle les Big Five. Donc, c'est les cinq top animaux qui sont prisés lorsque vous faites un safari. Donc, il y a des lions, il y a des éléphants, il y a des rhinocéros, des léopards, si je ne me trompe, et des buffles. C'est un parc avec une biodiversité énorme. Au sud du pays, nous avons aussi la forêt de Nyungwe, qui a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO l'année dernière, en 2024, pardon, qui est une des dernières forêts primaires d'Afrique centrale, qui est aussi une attraction touristique avec sa faune et sa flore qui est endémique de cet endroit-là. Nous avons aussi le lac Kivu, qui est un des plus grands lacs de la région des Grands Lacs et qui est partagé avec notre voisin de la RDC. Ce lac Kivu, il y a toute une stratégie de développement hôtelier autour de la côte du lac Kivu qui est magnifique d'ailleurs. Je vous invite à aller faire un tour et j'invite vos auditeurs aussi. Et plus important d'ailleurs, c'est qu'au nord de notre pays, nous avons le parc des Virunga qui abrite parmi les derniers gorilles des montagnes, dernier gorille ado argenté des montagnes, qui est une attraction touristique très prisée et nous sommes très, très fiers des efforts de conservation que nous avons faits pour pouvoir permettre au monde de découvrir ces gorilles dans leur habitat naturel. Il vous arrive d'avoir des touristes sénégalais au Rwanda? Oui, il y a beaucoup de touristes sénégalais, africains de manière générale, de plus en plus d'ailleurs, et c'est quelque chose que nous souhaitons augmenter. Nous souhaitons que le tourisme ne soit pas limité aux personnes venant d'ailleurs, d'Europe, d'Asie, des Amériques, mais nous souhaitons aussi que les touristes soient de plus en plus attirés par des destinations africaines. D'ailleurs, pour cela, je souhaite rajouter que la politique de visa au Rwanda est très ouverte. En tant que Sénégalais ou en tant qu'Africain, vous n'avez pas besoin de faire des démarches de visa avant votre arrivée. Une fois arrivé à l'aéroport international de Kigali, vous pouvez faire une demande d'un visa à l'arrivée, gratuit, de 30 jours et qui est renouvelable au besoin. La transition est trouvée donc pour parler des relations entre votre pays, le Rwanda, et le Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces relations? Mais écoutez, le Sénégal est un pays avec lequel le Rwanda entretient et jouit de relations dynamiques, avec un partenariat qui grandit depuis ces dernières années et qui est notamment marqué par des visites de haut niveau de part et d'autre. Euh, je peux dire que l'ouverture d'ambassades dans les capitales respectives et de manière générale en diplomatie a un pas très important parce que ça nous permet d'avoir un pied à terre au Sénégal et ça permet au Sénégal aussi d'avoir un pied à terre au Rwanda. L'ambassade du Rwanda à Dakar a été ouverte en 2011 et celle du Sénégal au Rwanda, pardon, a été ouverte en 2020. Nous partageons beaucoup de liens historiques, une ambition panafricaine commune, mais encore plus aussi une ambition d'intégration régionale économique qui est plus que partagée, on va dire. Mhm. Sur quoi repose cette coopération entre les deux pays, essentiellement? Essentiellement, la coopération entre les deux pays se base sur d'abord une coopération au niveau multilatéral, donc au niveau des instances multilatérales comme l'Union africaine, la francophonie, mais aussi au niveau bilatéral, nous essayons de développer plus dans le secteur de l'investissement, dans le secteur de l'éducation et de la culture, et nous souhaitons que cette coopération en fait soit euh, beaucoup plus, disons, axé sur un partenariat gagnant-gagnant avec lequel nous pouvons coopérer avec le Sénégal. Je souhaite d'abord d'ailleurs ajouter, si je peux me permettre, que Mhm. un des pans importants de notre politique étrangère, c'est aussi ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Le Rwanda a mis en place une structure dédiée pour cette coopération sud-sud qui est le Rwanda Cooperation Initiative. Enfin, c'est la chance de coopération du Rwanda qui en fait permet d'augmenter ces échanges-là entre les pays du Sud, on va dire ça comme ça, et le Rwanda. Donc, cette agence de coopération reçoit souvent des délégations qui viennent de partout en Afrique, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique australe, pour étudier qu'est-ce que les pratiques, les bonnes pratiques et les politiques que nous avons mis en œuvre ici au Rwanda. Mais
aussi, de manière générale, permet d'exporter certaines des solutions qui ont marché chez nous. Donc, je peux citer par exemple en Guinée-Conakry, le Rwanda a exporté certaines solutions digitales, notamment en matière, en matière de services publics. Et voilà, c'est ce genre de coopération-là, entre guillemets, que nous essayons de nous orienter. Nous essayons que ce partenariat-là soit gagnant-gagnant et que, en fait, on puisse apprendre de vous et aussi que vous, l'Afrique de manière générale, puisse aussi apprendre de certaines des bonnes pratiques que nous avons ici au Rwanda. Est-ce que le Rwanda accueille des étudiants sénégalais? Et écoutez, je n'ai pas les chiffres exacts des ressortissants sénégalais qui sont au Rwanda, mais euh, une partie, si vous voulez, de notre stratégie de développement, c'est le développement du capital humain. Ce capital humain-là est souvent... le développement de ce capital humain passe par, en fait, un développement du système éducatif. Donc, nous avons avec l'aide de partenaires étrangers aussi, pu développer, attirer des institutions universitaires à Kigali. Donc, je peux citer par exemple la Africa Leadership University, qui est une université panafricaine basée ici à Kigali. Nous avons aussi Carnegie Mellon Africa, c'est une université américaine euh, qui a un siège à Kigali, et Kepler International, qui est aussi une institution une institution universitaire qui est basée à Kigali. Et nous avons aussi, bien entendu, des universités privées et publiques au Rwanda, qui attirent beaucoup d'étudiants de la sous-région, mais aussi d'Afrique de l'Ouest. Donc, je ne serais pas étonné d'entendre parler Wolof dans les rues de Kigali si j'étais vous. Et l'étudiant sénégalais qui quitte le Sénégal pour partir au Rwanda pour suivre ses études, il peut le faire dans quel domaine, par exemple? À ma connaissance, de, il n'y a pas de restrictions dans les programmes d'études. Si un étudiant sénégalais souhaite étudier au Rwanda, toute la documentation est en ligne quand vous allez sur Visit Rwanda ou le site du Rwanda Development Board, RDB. Toutes les informations sont dessus, mais de manière générale, comme je vous l'avais expliqué, il n'y a pas de restriction, en tout cas, pour les visas et pour les inscriptions. D'ailleurs, nous encourageons fortement nos frères et sœurs sénégalais de venir étudier au Rwanda si c'est si cela fait partie de leur plan. Sur le plan culturel, j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes, des talents rwandais qui font un peu la promotion de la culture rwandaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet aspect culturel? Qu'est-ce qui fait la différence au Rwanda concernant les artistes, concernant la culture rwandaise? Mais écoutez, le Rwanda a une culture très riche et ancestrale qui a été passée de génération en génération, que ce soit dans le chant, dans la danse. Le Rwanda a une danse unique que vous avez peut-être vu lors de différents festivals, ou même d'ailleurs, je parlais de Visit Rwanda. Visit Rwanda aussi organise de temps en temps des expositions culturelles. Mais plus principalement, en tout cas, le Rwanda exporte sa culture à travers beaucoup d'artistes locaux, on va dire. Il y a une industrie de chansons qui est assez développée ici au Rwanda, mais qui est en langue rwandaise, donc peut-être qu'elle ne s'exporte pas aussi bien euh, au Sénégal. Il y a aussi une culture en fait francophone et certaines chansons en français aussi qui sont exportées à l'étranger. Mais pour le moment, je pense que au niveau culturel, le Rwanda est assez unique et j'invite toute personne qui est curieux d'en savoir plus de se renseigner à travers tout ce qui est disponible, par exemple, en ligne, ou je renvoie vos auditeurs à une plateforme qui s'appelle Rwandapédia. C'est comme Wikipédia pour le Rwanda. C'est une plateforme où il y a beaucoup de matériel intéressant sur le Rwanda, sa culture, son histoire. Et si ils sont encore plus intéressés, ben, je vous invite encore une fois à venir visiter le Rwanda et à voir de vous-même.
Je rappelle que vous écoutez votre émission Djegui Frontière et qu'aujourd'hui nous sommes avec Gilbert Kalissa, c'est ça, il est le directeur de la communication au ministère rwandais des Affaires étrangères. On ne peut pas parler de votre pays, le Rwanda, sans évoquer le génocide de 1994. Vous faites partie de la génération post-génocide. Qu'est-ce que vous avez appris de ces événements tragiques? Le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 est un événement qui a marqué l'histoire, notre histoire à nous les Rwandais, mais j'oserais dire aussi même l'histoire de notre continent. C'est le produit des dizaines d'années de colonisation, des politiques divisionnistes, ethnistes, qui avaient pour but en fait de pas d'exclure une certaine partie, un pan de la population. En tant que génération post-génocide, j'aimerais dire et c'est le cas pour beaucoup, 60% de la population au Rwanda qui est en dessous de 30 ans, que cette population post-génocide, en fait, est le produit de l'unité et de la réconciliation de notre pays depuis ces 30 dernières années, euh, qui est une vision axée sur le développement, sur l'unité, la réconciliation et sur la, la, la vision commune en fait de plus de prospérité pour nous et pour le continent de manière générale. Est-ce qu'au D'ailleurs, Rwanda, peut-être une petite parenthèse. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent le capitaine Bai Nyang, Mbaye Diagne, qui est justement, oui, qui est qui s'est qui a joué un rôle qui a crucial dans ce génocide? tout à fait. Il était gardien de la paix des Nations Unies et il a fait preuve d'héroïsme pour sauver des victimes Mhm, durant ce génocide et il en a perdu sa vie. Et nous honorons sa mémoire mhm. et nous remercions le capitaine Bai Nyang de son sacrifice. Le capitaine Mbaye justement, au Rwanda, comment on voit cet héros qui est le capitaine Mbaye. Est-ce que son œuvre, son rôle est enseigné dans les écoles? Est-ce que la jeune génération est conscientisée sur le rôle que le capitaine Mbaye a joué dans ce génocide? Écoutez, l'éducation autour de l'histoire et la mémoire du génocide est centrale au Rwanda. Même dans notre politique étrangère, d'ailleurs, c'est un des piliers de notre politique étrangère, la préservation de la mémoire et la lutte contre l'idéologie génocidaire et le négationnisme. Le capitaine Bai Nyang, ainsi que d'autres héros qui se sont illustrés de leur bravoure pendant ces événements tragiques, est honoré. Euh, nous encourageons les gens à connaître son histoire, à, à apprendre de cet héroïsme, ainsi que d'autres d'ailleurs, dans l'histoire tragique de notre pays. Et comme je l'ai dit, nous sommes reconnaissants de son sacrifice ultime qu'il a donné pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Est-ce qu'aujourd'hui au Rwanda, ces événements, le génocide de 1994 donc, est-ce que ces événements ont eu un impact sur la société, sur le vivre ensemble au Rwanda? Écoutez, comme je vous l'ai dit plus tôt, la société rwandaise s'est réconciliée. Donc, nous avons fait le choix de l'unité, et, nous avons fait le choix de la réconciliation, et nous avons fait le choix aussi de accountability, comme on dit en anglais. Donc, je suis très mauvais pour la traduction, donc vous m'aiderez. Le fait d'avoir un leadership et une gouvernance qui rend des comptes à sa population. Nous avons aussi fait le choix de voir vers l'avenir et voir vers le progrès, et ce qui a payé, parce que les progrès socio-économiques que le Rwanda a accomplis depuis les 31 dernières années est remarquable. Je pense que d'ailleurs, en un peu de temps comme c'était les 30 dernières années, je pense qu'il n'y a pas d'autres pays au monde qui a vu un tel développement.
Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire quelque chose sur les discours interethniques, des discours de haine qu'on remarque souvent dans d'autres pays, que ce soit au Rwanda ou ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez pour éviter certainement ce genre de conflit? Mais écoutez, les discours de haine sont quelque chose que le Rwanda condamne. Euh, ils n'ont pas lieu d'être et de notre expérience, c'est les actes commencent par les paroles. Ce sont ces discours de haine-là, ce sont les politiques discriminatoires, ce sont tout cela en fait qui amène aux actes et à la violence. Et donc le Rwanda comme je vous l'ai dit, un des piliers de sa politique étrangère est la préservation de la mémoire du génocide et la lutte contre l'idéologie génocidaire partout dans le monde et le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc c'est une des priorités pour nous. J'oserais aussi dire que euh, l'idéologie génocidaire n'est pas, en tout cas, n'est pas tout à fait éradiquée dans la sous-région. Il y a encore certains endroits dans les pays voisins, à l'est de notre pays, où l'idéologie génocidaire, en fait, qui a été importée post-94, a trouvé un terreau fertile. Et cette idéologie a mené à des massacres, a mené aussi à la persécution de populations rwandophones, tutsis de cette région du monde. Est-ce qu'il y a une politique destinée aux médias pour éviter ce genre de discours? Il y a des lois de manière générale sur sur les discours de haine, la promotion, la discrimination et la promotion de la violence. Ça, ce sont des cadres, un cadre juridique qui a été mis en place et celui-ci aussi s'applique aux médias. La liberté de la presse est garantie dans la Constitution. Mais des lois sont mises en place effectivement pour garder, euh, pour garder l'ordre, entre guillemets, dans l'espace médiatique. Dans l'espace médiatique. Le président Paul Kagame est au pouvoir au Rwanda depuis 2000. Est-ce qu'on peut dire qu'il a amorcé un véritable développement du Rwanda post-génocide? Exactement, c'est exactement ça. Son Excellence, le président Paul Kagame, a été un leader visionnaire qui a permis d'amorcer ce développement dont je vous parlais, donc c'est-à-dire un développement socio-économique qui est basé sur la, 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 la promotion de l'unité nationale, euh, une gouvernance inclusive et redevable à sa population, ainsi qu'une vision pour le développement qui est ambitieuse, mais aussi qui se donne les moyens de s'accomplir. Je vous donne un exemple. Au début des années 2000, nous avons mis en place la vision 2020, qui avait un pan qui se donnait beaucoup d'objectifs sur comment est-ce que le Rwanda serait en 2020. Cette vision-là a été accomplie dans la grande majorité. La plupart des objectifs de développement de cette vision a été accomplis. Nous avons aussi mis en place la vision 2050, dans laquelle nous sommes pour le moment. Et l'action du gouvernement, sa politique étrangère et entre guillemets, toute l'action que nous faisons en tant que gouvernement rwandais, c'est dans le cadre de l'accomplissement de cette vision 2050 qui veut faire du Rwanda une économie développée d'ici à 2050 et une économie, pardon, à haut revenu d'ici à 2050 et une économie à revenu moyen supérieur d'ici à 2035. Qu'en est-il de l'opposition rwandaise? Est-ce que c'est une opposition qui se fait entendre? Et l'opposition rwandaise a le droit de s'opposer. Leurs droits sont garantis par les lois et la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas de restriction de liberté? Est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits humains dans votre pays? Mais écoutez, notre modèle de démocratie au Rwanda, c'est une démocratie consensuelle qui est basée sur notre unité en tant que peuple avec une même culture et une même langue. Nous sommes guidés par ces principes-là à tous les niveaux de gouvernance, donc que ce soit de la présidence au village. Nous pensons qu'il n'y a pas de monopole sur la démocratie, il n'y a pas de système qui s'applique, entre guillemets, un système prêt à porter
dans lequel nous devons nous moudre ou nous, nous coller à ce système-là. Nous avons développé notre propre système de, de gouvernance dans laquelle nous pouvons dire que nous avons restauré la paix, nous avons restauré la dignité des Rwandais ainsi que l'opportunité et le développement. Donc, ce sont des choses qui parlent d'elles-mêmes. L'opposition, comme je vous l'ai dit, a des droits et des devoirs qui sont garantis dans les lois et dans la Constitution. Et donc, je vous laisse l'interprétation Donc, il n'y a pas de... d'arrestation d'opposants, les voix discordantes ne sont pas muselées, tout se passe bien. Écoutez, si certaines personnes ont répondu à la loi, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'ils avaient défendu, qu'ils avaient enfreint les lois et les règlements qui sont en place. Que pouvez-nous dire de la société civile rwandaise? Elle est active? La société civile rwandaise est très active. Il y a beaucoup d'organisations de jeunes, d'organisations mémorielles aussi pour la mémoire du génocide, ainsi que d'organisations de survivants qui font, comme je vous dis, ce travail exceptionnel en fait de préserver la mémoire et de promouvoir cette unité-là. La société civile est aussi une société civile qui est engagée dans le développement. Comme je vous l'ai dit, nous sommes sous une vision dans laquelle tous les pans de la société, que ce soit gouvernement, secteur public, société civile, est acteur à part entière. Et, euh, et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que la société civile a fait beaucoup de progrès, effectivement. A fait beaucoup de progrès. L'actualité, c'est cet accord de paix signé à Washington entre votre pays, le Rwanda, et la République démocratique du Congo pour mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda de Paul Kagame qui est accusé de soutenir les rebelles du M23 par son voisin congolais. Qu'en est-il exactement? Mais écoutez, comme vous l'avez dit, un accord de paix a été signé à Washington le 27 juin 2025 par les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, RDC. Cet accord de paix est un pas en avant pour la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le Rwanda a toujours été en faveur d'une solution politique à ce conflit et non à une quelconque guerre ou conflit euh, pour adresser les causes profondes de ce conflit-là. Cet accord engage les deux États sur le chemin de la paix. Euh, Au centre de celui-ci est la question sécuritaire. Euh, la RDC s'engage à mettre fin au soutien étatique au FDLR, à la neutralisation de ce groupe génocidaire qui est composé des génocidaires de 1994, qui d'ailleurs, comme je vous le parlais plus tôt, de cette idéologie génocidaire qui a été importée à l'est de la RDC, ben, le FDLR fait partie des raisons de cette importation de cette idéologie génocidaire-là. Donc, il faut y mettre fin, il faut neutraliser. Euh, Suite à quoi, en vertu du concept des opérations qui a été signé le 31 octobre 2024 à Luanda, le Rwanda lèvera ses mesures de défense. Est-ce que le Rwanda soutient les rebelles du M23? Le Rwanda a des mesures défensives pour garantir la sécurité de ses habitants et l'intégrité de son territoire. Quelles sont ces mesures? Ce sont des mesures défensives à la frontière. Vous ne soutenez pas les rebelles du M23? Écoutez, le M23 est un groupe congolais avec des revendications légitimes et le Rwanda a été mis dans l'équation, entre guillemets, par opportunisme. Leurs revendications, leur existence n'est pas liée au Rwanda, effectivement. En tant que jeune diplomate, quel est votre souhait aujourd'hui en tant que jeune pour votre pays, le Rwanda, et pour le continent africain en général? Quel est ce message que vous souhaitez passer? Écoutez, le message que je souhaite passer à vos auditeurs est que le Rwanda souhaite la paix et la prospérité en Afrique de manière générale. C'est pour cela que d'ailleurs nous avons signé cet accord qui a un élément économique euh, intégré. Mais je souhaite passer comme message que la paix et la prospérité chez nous, c'est possible en Afrique, je veux dire. C'est plus que possible, d'ailleurs, c'est à notre portée. Euh,
c'est la position que le gouvernement du Rwanda défend depuis des années, avec le rôle actif que nous avons joué dans l'intégration africaine, la promotion de la zone africaine de libre-échange, la ZLECAf, qui a d'ailleurs été signée à Kigali, si je vous le rappelle, en 2016. Euh, L'intégration africaine sous-régionale, notre rôle que nous jouons dans les organismes internationaux régionaux comme l'Union africaine, je l'avais déjà mentionné, la communauté est-africaine, communauté économique des États d'Afrique de l'Est, IEC, et j'encourage, si vous voulez, la jeunesse du continent à faire preuve d'efforts pour participer à ce mouvement que nous voyons un peu partout, qui est de la promotion de l'intégration économique, de l'unité du continent. Et je suis sûr que ça va donner ça a donné ses fruits. En tout cas, merci Gilbert Kalissa. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication au ministère rwandais des Affaires étrangères. Vous étiez aujourd'hui notre invité dans l'émission Djegui Frontières. Un salut à tous nos amis rwandais à Kigali. Je n'y manquerai pas de leur passer le salut. C'était un plaisir en tout cas. Merci à vous également, auditeurs et auditrices de Radio Sénégal International, de nous avoir écoutés dans votre émission Djegui Frontières. Nous recevions Gilbert Kalissa, directeur de la communication au ministère rwandais des Affaires étrangères. C'était pour parler, entre autres, de la coopération entre les deux pays, le Rwanda et le Sénégal, mais aussi de la diplomatie rwandaise. Rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Djegui Frontières. Géopolitique, enjeu de l'heure, crise internationale, diplomatie. Le monde bouillonne sans cesse. Entre le réel et l'apparent, Radio Sénégal International 92.5 FM va au-delà des faits.